Bonsoir Philippe Hensmans, vous êtes le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Vous pourriez peut-être nous rappeler quelles sont les missions que se sont données Amnesty International au niveau belge et au niveau international justement. Alors, il y a d'abord la vision qu'a Amnesty. La vision d'Amnesty, c'est d'essayer d'obtenir un monde où tous les droits fondamentaux sont respectés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après ça, il y a une mission il y a des, des manières de fonctionner qui peut se résumer en deux, trois phrases. La première, c'est de toujours se baser sur l'évidence, sur des preuves, pardon, evidence, hein, sur des preuves qui ont été obtenues directement par nous. La deuxième, c'est certainement de se reposer sur le droit international. Donc, c'est d'utiliser le droit international pour défendre les victimes de violations des droits humains. Et enfin, c'est un mouvement de bénévoles, puisqu'il y a aujourd'hui, je crois, 10 millions de bénévoles dans le monde qui contribuent à la réussite ou pas de ce qu'on fait dans les campagnes que nous menons, euh, que ce soit pour les individus, mais aussi pour des changements de loi. Donc, je pense que ça, c'est important de bien comprendre. Il y a du plaidoyer qui est fait en permanence pour obtenir des changements de loi, pour obtenir des changements de politique aussi. Et ça, c'est la partie la moins visible sans doute de ce que nous faisons. Et donc Amnesty se repose sur un grand réseau, notamment local en province du Luxembourg, de militants, de volontaires. Oui, alors soit ils sont actifs comme Raymond et sa compagne qui sont ici, qui travaillent sur le terrain, soit alors c'est le mode digital qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, parce que rien que du côté francophone, je crois que nous avons 250 000 personnes qui signent des pétitions très régulièrement, et qui nous aident évidemment lorsqu'on va voir le ministre-président de la région wallonne avec 50 000 signatures d'une pétition lui demandant de respecter le décret wallon de vente sur les armes. Ça a évidemment de l'impact, et ça, nous pouvons le collecter grâce à ce réseau de bénévoles, de sympathisants qui collaborent avec nous d'une façon tout à fait régulière ou plus ponctuelle. Merci. Henriette, bonsoir Henriette. Bonsoir Pierre. Merci d'être venue jusqu'ici. C'est un long périple depuis Bruxelles. Ça dépend quel moyen de transport on utilise, hein. Vous êtes la porte-parole d'un collectif bruxellois qui s'appelle La Voix des Sans-Papiers. Vous avez été sous le feu des médias voici quelques semaines à peine en tant que sujet principal d'un film, un long métrage qui s'appelle La Voix d'Henriette et qui était réalisé par Safia Kessas, produit par Iota Productions. Ce film questionne justement le logement et particulièrement la situation des sans-papiers, principalement à Bruxelles. Alors Henriette, vous qui vivez ça au quotidien, c'est quoi vivre sans domicile à Bruxelles? Je ne crois pas qu'il existe des mots à mettre sur cette situation, sur ce que sur ce que c'est au quotidien. Mais je dirais que ce n'est pas une situation des plus plaisantes. Être une femme sans papier et sans possibilité de logement permanente, c'est être exposé à une précarité et à une fragilité extrême. C'est être exclu ou pas assez, ne pas rassembler les critères suffisants pour être pris en charge par les dispositifs existants en matière de logement. Et c'est du coup se retrouver à la merci de la rue et de ses vices. C'est du coup devoir se réapproprier son droit au logement, notamment par le biais du collectif La Voix des Sans-Papiers,
qui, depuis 2014, effectue des occupations de bâtiments inhabités Oui. dans Bruxelles. Et du coup, c'est donc se réapproprier ce droit au logement par ce biais-là. C'est un peu ça, de voir, à défaut d'avoir... On le voit dans le film de Sasia Mhm. Kessias, Oui. j'y arriverai. On voit bien votre quotidien, parce qu'en plus, vous êtes maman. Oui, oui, je suis maman d'un petit garçon, Yanis, de 7 ans. Et c'est assez difficile, pénible comme situation. En tant que parent, c'est un peu cliché et je crois que, étant plus jeune, en entendant ça de mes parents, c'était un peu barbant, mais en tant que parent, on ne peut que viser, espérer mieux pour ses enfants et se retrouver dans une telle situation avec des enfants, avec un enfant dans mon cas qui n'a pas choisi, qui ne l'a pas choisi, ce n'est pas évident. On essaie de ne pas sombrer dans la culpabilité parce que quelque part, on se dit on a pu faire des choix qui nous ont menés, dans la situation où on se trouve. Et c'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, sachant que dans notre situation, on se retrouve un peu face ou plutôt porteur, confronté, ou plutôt je dirais porteur un peu d'une double peine, quoi, Oui. en étant sans papier et sans abri. Sans papier, sans abri, et maman. Oui, et maman et femme. Merci Henriette. Vous allez rester pendant toute la première partie de cette soirée, et vous allez rencontrer après, pouvoir échanger avec Christine Mailly. Monsieur le directeur, Philippe Hensmans, Amnesty International connaît sur le bout des doigts la Déclaration universelle des droits humains ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, quels sont les grands principes de cette déclaration qui remonte à 1946-1947 ? Alors, je ne vais pas faire... notre Académie des droits humains, on fait une formation chaque année. Si ça vous intéresse, je vous invite. Mais il y a quand même des éléments essentiels qui s'y trouvent. Le premier, c'est sans doute le plus important, c'est l'article 1, qui résume à lui tout seul l'intégralité de la Déclaration universelle, c'est de dire chaque être humain a le droit de vivre dans la dignité. Et la dignité, c'est ce concept qui regroupe en lui tout seul un ensemble de droits, qu'il s'agisse de droits à la liberté d'expression, par exemple, ou du droit à la santé, du droit à la vie, du droit à l'eau potable. Tout ça se trouve dans la Déclaration universelle. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des catégories de droits différentes. Un, où la Déclaration dit au gouvernement, là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas interdire aux gens de parler, vous ne pouvez pas interdire aux gens de se rassembler ou de manifester. Et donc, ça, c'est la première catégorie de droits. L'autre catégorie de droits, c'est de dire, vous devez vous abstenir d'intervenir, ça ne vous regarde pas, c'est des trucs privés. Et la troisième catégorie de droits, et qui concerne notamment les droits économiques, sociaux et culturels, c'est de dire au gouvernement, non seulement vous devez respecter ces droits, mais vous devez agir concrètement, positivement, pour les garantir. Et c'est pour ça que des questions comme le droit au logement, par exemple, c'est quelque chose qui réclame, l'esprit de la Déclaration universelle en tout cas, réclame des gouvernements le fait de mettre en place des mécanismes qui font que personne ne se retrouve dans la rue. Parce que c'est contradictoire avec le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à la dignité. Et donc, le droit à l'eau, par exemple, le droit à l'eau potable, eh bien, un gouvernement a parfaitement le droit et même le devoir de nationaliser des terres pour pouvoir garantir l'accès à l'eau potable à tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la Déclaration universelle. Malheureusement, la Déclaration universelle n'est pas obligatoire en quelque sorte. Il n'y a pas de punition si vous ne la respectez pas. Il faut alors que ce soit décliné dans des traités internationaux, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc. Mais je voudrais citer un petit exemple qui illustre bien la force que peut avoir à certains moments, que peuvent avoir des textes comme ceux-là. On a sorti au mois d'octobre de l'année passée un rapport sur la situation dans les maisons de repos en Belgique à l'occasion du confinement, qui a fait pas mal de ramdam. Et donc, j'ai pu aller rencontrer les différents ministres en charge des maisons de repos à Bruxelles comme en Wallonie. Et en leur disant quelque chose, ils sont tombés de leur chaise, littéralement, en entendant ça. Je dis, vous savez que
vous allez être mis sous pression par le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Comment ça? Ah ben oui, les maisons de repos, c'est un endroit qui, à certains moments, est un endroit privatif de liberté. Vous n'êtes pas une prison, mais vous empêchez les gens de sortir. Et ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et donc, le protocole facultatif auquel la Belgique a souscrit, eh bien, vous devez respecter, mettre en place des mécanismes d'inspection indépendants et des mécanismes de plainte. Et alors là, on ouvre des perspectives énormes, évidemment, parce que l'État belge est obligé, ou les régions ici sont obligées maintenant de sortir de la logique qui prévalait jusqu'à présent et de mettre en place ce type de mécanisme. Maintenant, il faut savoir les utiliser de façon créative parfois, hein. Mais on peut se reposer là-dessus justement pour faire avancer les choses, parfois de façon plus efficace qu'en simplement manifestant son sentiment d'injustice, qui doit être là, hein, qui est un moteur. Alors si on prend un autre exemple, cette convention prévoit notamment la participation à la vie collective. Quand on voit en Belgique, Henriette n'est pas la seule à ne pas avoir de papier en Belgique. Il y a à peu près sur 11 millions d'habitants, quelque chose comme 150 000 personnes en Belgique qui n'ont pas de papier. La grande majorité d'entre ces personnes travaillent pour pouvoir survenir à leurs besoins, vu qu'elles n'ont pas accès aux aides sociales prévues par l'État. Ces 150 000 personnes, comment font-elles pour participer à la vie collective? Comment font-elles pour avoir un droit à la santé, la culture, l'éducation? Alors, sur le droit à la santé, là, je peux vous donner la réponse que nous avons eu du gouvernement, parce qu'on a interpellé le gouvernement sur ces questions-là. Les droits de base sont garantis. Donc, les droits minimums d'accès à la santé sont garantis. Là, c'est pas le problème principal. C'est tout le reste. Et pour moi, le principal, c'est le droit à avoir un travail déclaré, à avoir de vrais contrats, avoir un logement, etc. Et là effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place pour le moment. Et nous revenons régulièrement, même si ce n'est pas notre campagne principale, nous revenons régulièrement en interpellant le gouvernement en disant ça fait partie des éléments que vous devez défendre aujourd'hui et pas dépendre des états d'humeur d'un secrétaire d'État bizarre. Merci, Henri Hensmans. Alors, Henriette, vous êtes une de ces 150 000 personnes qui vivent en Belgique sans papier. C'est quoi vivre sans papier? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte, nous? Est-ce que vous pourriez partager cette expérience quotidienne? J'ai envie de dire que c'est un peu... être sans papier, c'est un peu comme... c'est le genre de situation que l'on ne peut maîtriser que si on l'a vécu. Et être sans papier au quotidien, c'est ne pas avoir accès aux services de santé de façon, dans des services de santé dans leur totalité. L'un ou plutôt le seul droit accordé aux personnes sans papier en Belgique, c'est l'aide médicale urgente. Et c'est une aide partielle qui ne donne pas accès à tout, qui ne couvre pas toutes les maladies, toutes les affections. Et c'est le seul droit qui est qui est autorisé aux personnes sans papier. Et être sans papier, c'est ne pas avoir accès à un logement décent, ne pas avoir accès au monde du travail, ne pas avoir accès aux formations. C'est ne pas avoir accès à tout ce qu'il y a de plus basique, en fait, en tant qu'être humain. C'est être emprisonné. C'est être emprisonné. Et être sans papier, c'est une torture. C'est une torture quotidienne. Et c'est être privé de dignité également. C'est être privé de dignité, c'est être invisibilisé au quotidien. C'est tout. C'est un peu tout ce que je pourrais dire. L'accès à l'enseignement, par exemple, ne pas avoir accès à une formation. Votre fils peut-il avoir accès à l'école? Il faut se cacher à moitié, à trois quarts? Non, pour les sans-papiers parents, l'accès à la formation des enfants est le deuxième droit
accordé aux sans-papiers par an. Mais après, voilà, c'est un droit qui est limité dans le temps. Parce que voilà, une fois l'âge de 18 ans atteint, il est impossible pour un enfant de poursuivre ses études et de s'inscrire à l'université. C'est un peu les seuls droits qui... Et vous n'avez pas accès à la banque, vous n'avez pas accès non. aux administrations, etc. Non, pas du tout. Surtout à l'heure actuelle, avec cette pandémie qui a un peu forcé la digitalisation de tous les systèmes, de toutes les procédures. Il est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour recharger son abonnement de transport, parce qu'il faut forcément être détenteur d'une carte bancaire, et obtenir cette carte bancaire n'est vraiment pas donné, vu qu'il faut pouvoir prouver d'une identité, d'une résidence, ce qui ne peut pas être possible sans titre de séjour. Merci. Alors, Philippe Hensmans, comment se fait-il qu'à un moment, ces droits soient limités à certaines personnes, soient interdits à d'autres? Alors, c'est compliqué parce que c'est une histoire qui est liée à la nationalité, à la gestion de la nationalité. Donc, il y a sans vouloir le défendre, évidemment, mais historiquement, c'est de là que ça vient. Un État a le droit de décider qui peut ou pas séjourner sur son territoire. Si des gens décident d'y rester, même s'ils ne peuvent pas y rester, eh bien, à ce moment-là, c'est de son droit de ne pas leur accorder tous les mêmes droits qu'à ses citoyens. Ça, c'est le règlement international qui le dit. Et c'est ça qui rend la question des sans-papiers parfois compliquée à gérer par rapport au gouvernement, en tout cas à défendre, parce qu'ils peuvent se reposer sur ce type d'argument juridique-là. Mais non, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas leur opposer aussi certains droits fondamentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit à la santé, etc., qui garantissent quand même ce minimum de respect, ou en tout cas de procédure qui fasse en sorte que ça ne s'éternise pas. Or, en Belgique aussi, on a un gros problème, c'est qu'on a un office des étrangers et tout le système d'acceptation ou pas des migrants qui refuse à beaucoup le droit d'entrer dans le pays, mais qui n'a pas les moyens de les faire rentrer chez eux. Soit parce que le pays refuse de les recevoir en retour, soit parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de les transporter, etc. Et donc, on a affaire à des gens qui reçoivent des ordres de quitter le territoire tous les jours, quasiment. Enfin, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, parce qu'ils ne sont pas en droit de résider dans le pays, mais en même temps, la Belgique n'a pas les moyens, ou pas la volonté de les renvoyer. D'autre part, je reste persuadé aussi que c'est une main-d'œuvre intéressante pour d'aucuns, même si il est évident que du côté syndical, il y a un soutien très très fort par rapport à la reconnaissance des sans-papiers. Du côté de la FEB et du monde des entreprises, je suis moins sûr qu'il soit aussi radical. Quand l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés syriens, c'était aussi sous la pression des entreprises allemandes qui disaient on a besoin de main-d'œuvre. Il y a ça aussi qui jouait, mais oui, certainement, hein, il y avait un calcul qui a été fait. Je pense que ce n'était pas simplement un calcul économique. Je crois que là, je sais que je choque beaucoup en disant ça, mais je pense qu'on a eu affaire à une vraie femme d'État quand elle a déclaré ça. C'était quand même des gens qui fouillaient un régime abominable. Wir schaffen das. Pardon? Elle a dit Wir schaffen das. Schaffen das, ouais. Et donc ça, c'était quand même pas négligeable. Et donc, il y a peu de... Aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'ai dit encore par rapport à ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe avec la Biélorussie pour le moment, politiquement, on a utilisé l'image du migrant comme étant l'ennemi. Hein? C'est quelque chose qu'on entend, que tous les mouvements populistes développent et non seulement ils sont étrangers, mais en plus ils sont musulmans. Hein, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on les définit. Et une fois qu'on a défini ça comme étant l'ennemi, on est pris à son propre piège. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que Loukachenko fait en Biélorussie, c'est qu'il dit à un moment donné, eh bien, je vous en envoie, tiens, allez, vous allez voir ce que c'est. Hein, puisque vous n'aimez pas ça, moi je vous les envoie. Et il y en a encore... combien? 4 000, je crois. Il y a eu entre 3 et 4 000, oui. Quelques 3 et 4 000 qui viennent tous de pays où il n'y a vraiment aucun problème. La Syrie, ouais. L'Irak, l'Afghanistan. Maintenant, il les renvoie de nouveau en Irak, en tout cas, parce qu'il y a eu une pression de Poutine. Oui. Mais
tout ça pour dire, c'est que l'Europe est prise à son propre jeu en désignant l'ennemi, l'étranger comme l'ennemi, le migrant comme l'ennemi. Elle est obligée de renforcer encore ce mouvement-là à chaque fois. Et je Parce vois que l'extrême droite pousse. l'Europe dont la Pologne fait partie. La Pologne accueille chaque année plus de 300 000 personnes venant d'Ukraine par an, 300 000. Et là, on parle de 3 à 4 000 migrants. Oui, Et mais ça, c'est pas ce possible. sont des Ukrainiens qui ont une culture. Et l'Ukraine a toujours été très proche et mélangée, puisque la Pologne, c'est un pays dont les frontières ont changé tout le temps. Oui. Et c'est aussi des qualifications différentes qu'ils cherchent et qu'ils obtiennent. Mais c'est clair que la Pologne, comme la Hongrie, joue avec les règles de l'Union européenne, comme ils le veulent aujourd'hui en tout cas. Et ce matin, vous étiez sur la RTBF, vous avez déclaré concernant ce procès qui s'ouvre en Grèce d'un Allemand et d'une Syrienne qui aident ceux qui essayent de traverser la Méditerranée sur des frêles esquifs. Ils sont en procès maintenant pour quoi exactement? Pour avoir aidé des migrants? Ça, on ne dit pas. Officiellement, les inculpations, les motifs d'inculpation sont des motifs d'espionnage, de fraude, d'usage illégal de la radio et des trucs comme ça. Donc tout ce qui pourrait qualifier un passeur, en fait. Alors que ce sont des gens qui empêchent les gens de se noyer. Et donc, ils risquent 25 ans de prison. Et Sarah, donc la Syrienne, ne peut même pas assister à son procès, ne peut pas rentrer en Grèce. Et donc, on a tous les ingrédients d'un procès injuste, inéquitable, et d'une manière de criminaliser l'aide aux migrants, aux plus démunis, en les déshumanisant, justement, en les faisant passer pour des passeurs qui veulent Ça avant tout veut gagner des dire que dans ce cas de figure, on est en train de criminaliser le fait d'aider des pauvres. Ah oui, de sauver leur vie. C'est même pas aider au sens de leur trouver un logement ou un truc comme ça, mais c'est d'éviter qu'ils se noient en Méditerranée, comme il y en a quand même presque plus d'un millier chaque année. Merci. Ça fait peur quand on entend tout ça. Et vous côtoyez régulièrement à Bruxelles des sans-papiers. Comment voient-ils cette situation? Comment vivent-ils cette situation au quotidien de se sentir rejetés par des États et par des systèmes comme la communauté européenne? Est-ce qu'on en parle d'abord? Est-ce qu'on s'en rend compte? Non, on ne se rend pas compte, on n'en parle pas. On ne parle pas assez de la criminalisation de ces personnes et de ce statut de sans-papier. On ne parle pas assez des moyens colossaux qui sont investis dans l'entretien des centres fermés, des prisons qui portent qui portent le nom un peu lisse de centres fermés, alors que dans la réalité, ce sont des prisons au sein desquelles sont maintenues des personnes sans papier et qui sont justement criminalisées pour ce parcours migratoire qui a été effectué vers la Belgique. Et des moyens colossaux sont investis pour entretenir ces centres, pour maintenir ces personnes dans une non seulement dans une précarité extrême, mais aussi dans une violence, dans tout un panel de violences, à la fois institutionnelles, à la fois physiques, à la fois mentales. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de la difficulté, peut-être pas évidente que c'est que de vivre en tant qu'invisible et d'être invisibilisé comme ça au quotidien. On n'en parle pas assez, et c'est pour cela que des collectifs et des acteurs civils, un peu comme la Voix des sans-papiers et tant d'autres dans Bruxelles et de par la Belgique, se lèvent et vont un peu à la guerre un peu contre ce système, et un peu à la chasse pour se réapproprier tous ces droits dont on est dépossédé. Merci. Je rappelle que vous pouvez donner des réactions, des avis, des commentaires sur les réseaux sociaux. Je me tourne
vers la régie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques ou des questions? Justin, merci pour le live. Ah, ça veut dire que ça fonctionne. Merci à vous. Je pense qu'il est temps de changer d'invité. Un grand merci, Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International francophone. Vous restez avec nous parce qu'après, il y aura un question-réponse. Bravo. Milady Renoir, vous connaissez la région, vous y avez des amis, je pense. Vous êtes autrice, vous êtes animatrice d'ateliers d'écriture, vous êtes formatrice en ateliers d'écriture, relectrice, coordinatrice d'ASBL, de réseaux, de forums, vous êtes maman, vous êtes militante, et ce soir nous accueillons une poétesse et une performeuse. Merci beaucoup Pierre, merci Henriette. Ah oui, je peux enlever le masque, c'est ce privilège. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais lire un texte qui est peut-être entre la poésie et la politique, et c'est les deux mamelles de mon existence majoritairement. Et vous dire peut-être, si vous ne me connaissez pas, que ma matière première, c'est être rabat-joie. Comme ça, vous savez. Courage, Fayon. Quelle période pouvons-nous décrypter? Dans quel guidon plantons-nous le nez? Et le monde d'après, il commence quand? Est-il encore possible de ne pas être découragé? De ne pas arracher sa langue de sa bouche ou son corps de la bouse? Est-il encore possible de ne pas retirer son poing de la face du monde et d'aller planter simplement des graines de chia en Patagonie du Sud? De crise en crise, la brume envahit le paysage, qu'il soit politique, médiatique, économique, culturel et les autres mots de la pioche contemporaine. Hashtag je suis crise. Que reste-t-il de nos amours? Comment vibrer des poèmes et des intellectuels qui nous mèneraient peut-être au-delà des utopies et des possibles? On pourrait se délester de la tâche du courage et mandater la technologie. Le courage, ou du moins une de ses preuves, sortirait ready-made d'une application d'un iPhone augmenté. Le taux d'audace serait établi par un logiciel à l'algorithme oulipien, générateur de poésie révolutionnaire. L'évolution de la situation serait préécrite par la bouche biomécanique d'une cyborg bien éduquée, bien docile, qui ferait la vaisselle et la rebelle en même temps. Du coup, celles et ceux qui n'auraient pas accès à cette application pourraient aisément ne plus rien faire. Le découragement dessinerait son arborescence dans tous les secteurs d'activité de l'espèce humaine, et les médias prendraient un temps dingue à distiller leur haine des non-connectés, alias les découragés. Il y aurait bien sûr des études universitaires menées sur les oppressions d'une catégorie sur l'autre, et des outils en éducation permanente se démultiplieraient. Et comme au jour d'aujourd'hui, on trierait les participants en fonction de leur parcours migratoire et d'encouragement. Mais encouragement au même sens assertif qu'empuissancement. Et puis enfin, la mise au courage sera inculquée aux élèves dès l'école primaire, avec des tablettes avec des Baxter, pour que les élèves reçoivent en même temps des shots d'adrénaline. Alors trêve de dystopie. Le découragement, qui en a? Vous en avez du découragement? On le croit vacillant, fébrile à chaque génération, mais il revient, le découragement. C'est un opportuniste. Il est renforcé par les lois de l'histoire et pénétrant nos foyers, égorgeant nos fils et nos compagnes. Travail, famille, patrie, qu'est-ce qui nous sauve du pire? Père emploi et son fils surmenage? Mère finance et sa cadette crise? Tante société et sa descendante précarité? Et puis grand-mère humanité et ses petits mamelons hégémonisme et invasion? Cela fait déjà longtemps que la fatigue a pris nos corps, nos esprits et nos récits. Alors vers qui se tourner? Vers quoi? Vers soi? Moi je sais pas quoi dire, hashtag je suis crise. Finalement, il me reste qu'à encourager mon découragement en l'évoquant, parce qu'il paraît que nommer, c'est déjà reconnaître, comme pour les maladies dégénératives. Moi, je vous l'ai dit, je suis poétesse de type rabat-joie. J'anime aussi des ateliers d'écriture. Les gens viennent y chercher des outils et des mises en œuvre. Et moi, je leur propose de chercher à écrire sur le découragement. Qu'ils et elles partent de leurs états découragés. Qu'ils et elles nous collectivisent.
qu'on forme une masse populaire et non agissante. Oui, allô le développement personnel, allô les injonctions à la résilience, pire au bonheur, on est des millions de découragés et on vous emmerde. Mais j'ai quand même essayé des trucs, hein. J'ai bien mis les aimants sur mon frigo avec écrit dessus les adages de Lao Tzu et Jacques Salomé. J'arbore un tote bag avec une citation de Gandhi ou Candy. On s'amuse, on pleure, on rit, un peu d'astuce, d'espièglerie. J'ai essayé des thérapies spirituelles brèves de 3 continents différents, dont certaines approuvées depuis 3000 ans. Et j'ai même arrêté de lire Sioran, Kierkegaard et Schopenhauer, peu après mon premier enfant. Heureusement, j'ai été découragée d'en faire un second. Je suis abonnée aux pétitions de Greenpeace, MSF, MDM, AA, Carrefour. Je suis une généreuse donatrice auprès des animaux et des enfants orphelins, dans l'ordre. Je ne déteste même pas les lundis. J'ai hérité de ma famille recomposée un peu d'humour, d'autodérision. Tout ça saupoudré d'un peu de toxicité, mais bon, il n'y a pas de quoi perdre le goût. J'aimerais bien ne pas terminer ma parole sans une certaine morale. On est entre gens bons ici, non ? Alors je vous le révèle, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas meilleur remède au découragement que le mouvement, que la mise en marche. Pour sortir des méandres de la morosité et de mon canapé, je sors. Je marche, souvent, en ville, en race campagne, en montagne, seul ou accompagné. Marcher, c'est bien sûr aller vers le monde. Mais à force de découvrir qu'à chaque visage, qu'à chaque coin, un morceau d'insuffisance, un tronçon de carence, un éclat de violence persiste, c'est à préférer le découragement finalement plutôt que la résilience. Finalement, là, je suis pas d'accord. Faut pas sombrer. On entend ça, faut pas sombrer. Faut pas se décourager. C'est la rengaine mystico-bibiche, des chemins enflés d'embûches et des visions d'erreurs. De quoi se demander où est cette connasse de destination ? Parce qu'à quoi bon partir si c'est pas pour arriver ? Voilà, je sais pas ce que je dis. Je suis encore désolée, je revire de position, je dois l'avouer. J'ai envie d'arrêter de croire à l'arrivée. Avec toute la bonne volonté de mon corps, encore un peu sain, mon éducation classe populaire transcendée néo-bourgeoise, et ma culture du progrès, bien sûr, et mes soubresauts orgasmiques du vivre ensemble, je n'arrive pas vraiment à saisir la notion de l'horizon. C'est comme ça, en fait, ça me va. Âme, ma sœur, âme, ne vois-tu rien à venir ? La morale de l'histoire, peut-être, c'est que, heureusement que l'avenir pourri est à tout le monde, je me sens déjà moins seule. Un grand merci, Milady Renoir. Et vous reviendrez tout à l'heure. Bonsoir, Christine Mailly. Où est-elle ? Elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Christine Mailly, merci d'être venue jusqu'ici, bien que c'est un peu votre province quand même, la province de Luxembourg. La plus grande des provinces de Belgique. Le micro est juste à votre droite, par terre. Vous êtes une figure de la lutte contre les pauvretés. Vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Liège, secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et vous êtes avant tout une personne de terrain, au contact avec les réalités du monde et de la province de Luxembourg, de la Belgique. Vous plaidez la cause des sans-papiers, des mal logés, des mal chauffés, des mal soignés, des mal de tout. Alors, en plein dérapage des contaminations Covid, quelle est votre plus grande crainte pour les semaines et les mois à venir ? Pousser vers le haut. Non, attendez, je vais le prendre. Voilà, c'est fait. Ça y est, ça fonctionne. Alors, quelle est votre plus grande crainte pour les semaines et les mois à venir, Madame Mailly ? Alors, est-ce que j'ai des plus grandes craintes pour les mois et les semaines à venir ? Plus que ce qui existait déjà avant le Covid, que le Covid a révélé en fait avec intensité. Je ne sais pas. Je pense que cette crise du Covid a vraiment joué un rôle de révélateur. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que la crise permettait de regarder à la loupe
en fait, toutes les violences, tous les oubliés, toutes les populations non prises en considération. Alors révéler à la loupe ne veut pas dire prise en considération immédiatement dans la manière de gérer notamment la crise du Covid et les droits des gens, etc. Mais révéler à la loupe parce que la panique autour de la santé individuelle et collective a agité un peu tout le monde dans le bocal, des autorités politiques en passant par l'administration, les spécialistes de la santé, tout ça, à se dire il faut qu'on arrive à capter tout le monde pour sécuriser, pour enfermer, pour vacciner, pour soigner, pour accompagner, etc. Et je ne dirai rien sur ça. Enfin, je ne dirai rien. Je veux dire, c'est pas l'objet aujourd'hui d'avoir un avis là-dessus. Mais ça a conduit, en tout cas, à une visibilisation insuffisante, mais une visibilisation quand même de ce qu'est notre réalité et notre pays, qui fait que, par exemple, les plus affectés par la crise sont les personnes dont les statuts ne sont pas stabilisés. Alors, il y a évidemment les sans-papiers qui sont les moins stabilisés de tous, puisqu'on ne cherche pas à les stabiliser. Mais vous pouvez regarder des gens avec des statuts précaires dans tous les domaines, dans le domaine du travail et de l'emploi, par exemple. On a vu à quel point le travail à la journée, à l'heure, à l'intérim, etc. Le travail intérimaire, le travail artistique. Le travail artistique, le travail des personnes qui font du travail à domicile, tous les temps partiels imposés, etc. On a vu aussi comment la prise en considération d'emplois bien importants, pourtant, on découvrait pendant le temps de la crise qu'ils étaient importants. On ne sait déjà plus trop bien maintenant s'ils sont encore importants. Ça s'oublie vite, etc. On a vu à quel point des statuts de personnes particulièrement fragiles et vulnérables, parce que à travers des textes de loi, ne sont pas protégés, comme les personnes qui travaillent dans le domaine de la prostitution, par exemple, étaient à la fois, elles étaient rendues visibles, mais en même temps oubliées dans les mesures qui étaient prises. On a vu ça au niveau des artistes, on a vu ça au niveau de personnes âgées, isolées, à domicile, etc. etc. Et donc, moi, ma plus grande crainte, c'est est-ce que cette crise-là, qui a offert une fenêtre d'opportunité de révéler ça, va laisser tout ça se réendormir avec grande violence? Et est-ce que cette crise-là, à un moment donné, on va dire, dans le fond, tant économiquement qu'autrement, c'est la population qui va finir par la payer et on oublie ce qui a été révélé? C'est plus ça qui me fait peur en soi, parce qu'on peut le dire pour la crise du Covid, mais alors c'est vécu variablement sur le territoire, évidemment, en partie francophone du pays, mais si on regarde les inondations, on est devant le même phénomène. Ce n'est pas les mêmes révélations, enfin, pour partie, oui, mais ce n'est pas toutes les mêmes révélations. Mais est-ce que les personnes qui ont été inondées dans certaines vallées, on sait particulièrement que les logements coûtent peu cher, on n'a pas fait évoluer l'organisation du territoire, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, etc. C'est elles qui souffrent le plus des inondations. Vont-elles être les perdantes une troisième fois dans la reconstruction, etc. Donc ce qui me fait le plus peur, c'est ça. Et pourquoi je dis que c'est ça? C'est parce que finalement, c'est des militants qui nous fréquentent, qui, il n'y a pas longtemps, disaient, Christine, c'est quand même curieux. En 2008, il y a eu la crise bancaire, et en quelques jours, nuit, on a trouvé des milliards pour sauver les banques. La crise du Covid, alors on est d'accord ou pas d'accord avec toutes les mesures, mais peu importe, en quelques semaines, quelques mois accumulés, etc., on a trouvé des millions, etc. On a su décider vite. Oui. C'est ça qui frappe les gens. C'est la décision rapide, etc. Alors on peut critiquer le contenu de la décision, trouver que certaines sont bonnes. Et puis les inondations, alors là c'est un peu différent parce qu'il manque quand même beaucoup de moyens, mais enfin on redécide vite, etc. Et moi il y a des gens qui me disent, tu sais Christine, par exemple, la suppression du statut cohabitant, qui avilit tout le monde au niveau du portefeuille, qui avilit tout le monde au niveau de la vie privée, qui empêche les solidarités, qui tue les perspectives en termes de dynamique intergénérationnelle par rapport au vieillissement, etc. Il y a des gens qui se battent depuis les années 80 pour le supprimer. On nous dit que ça coûte trop cher. Il n'y a pas moyen de prendre des décisions. Avant que chaque élection politique, on nous dit oui, on va le mettre à l'agenda. Une fois que les élections sont passées, on dit on n'a pas le budget pour le faire. Ça, les gens ne supportent plus parce qu'il y a comme des choses visibilisées, révélées. Il y a beaucoup de gens encore invisibles, mais il y a malgré tout plein de réalités dont les gens savent qu'aujourd'hui, elles sont connues, elles sont dites, elles sont déposées, elles sont activées, elles sont dites en colère ou pas.
Et donc, comment est-ce que tout ça pourrait se réendormir? Donc voilà. Donc, ce qui fait peur, c'est est-ce qu'on va arriver à imposer un maintien sur la table des vrais problèmes, c'est-à-dire ceux de la population, ceux de toute la population, particulièrement des plus vulnérables sur la table, après cette répétition en chaîne de crise, ou bien alors va-t-on rester dans laisser sur la table une organisation encore plus coercitive de la société, une organisation plus policière de la société, une organisation encore plus normée de la société, une organisation encore plus de perte de liberté de la société. Merci Christine Mailly. Justement, parlons un petit peu Henriette. La crise Covid, etc., comment ça se passe quand on est sans papier, quand on est dans la rue à Bruxelles? Tout ce qui est mesures sanitaires, vaccination, accès, etc., comment cela se vit au quotidien? Est-ce qu'il y a un vaccin pour les sans-papiers? J'introduirai en disant que les personnes sans papier sont quand même restées malgré tout au banc des oubliés durant une bonne partie de la pandémie. Elles sont restées sur le banc des oubliés durant le confinement, alors que le reste de la société a été quand même prise en charge. Les personnes sans papier sont restées les oubliées de cette pandémie jusqu'au vaccin. Et les personnes sans papier ont accès à la vaccination. Mais n'empêche que la gestion de cette crise auprès des personnes sans papier laisse un goût amer. Ouais. Merci. Alors Christine Mailly, Philippe Hensman s'expliquait les droits humains et certains droits que les États doivent mettre en mouvement, notamment le droit au logement. En Belgique, il y a des logements à loyer modéré, il y a aussi de longues listes d'attente. On parle de plus de 40 000 personnes en francophonie qui sont sur les listes d'attente pour avoir un logement social. Est-ce que le fait de ne pas avoir suffisamment, et de loin, suffisamment de logements, est-ce un échec d'une politique d'un État comme la Belgique, mais la Belgique n'est pas le seul, loin de là. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on peut le considérer comme ça? C'est plus qu'un échec, hein, c'est une violence majeure exercée sur les gens. Oui, évidemment, c'est un échec, et c'est une violence majeure exercée sur la population. La population, c'est pas elle qui a un problème avec le logement, c'est la politique du logement qui a un problème avec l'ensemble de sa population. Et quand on dit que c'est un échec par le fait que avoir accès à un logement, c'est avoir un toit pour sa vie dans son intimité, c'est avoir une sécurité, c'est pouvoir s'installer sur un tissu relationnel, c'est pouvoir y vivre des choses agréables, si possible, en pouvant recevoir des gens chez soi, pouvoir aller chez l'autre, etc. Donc c'est quelque chose qui est complètement structurant. Ne pas avoir de logement, c'est forcément être mis en difficulté par rapport à l'accès à tous les autres droits. La totalité des autres droits, ça fragilise, ça insécurise, ça met en danger, ça conduit à perdre aussi la considération de soi-même, parce que dans la vie, dans la société, qu'est-ce qu'on demande aux gens quand on les rencontre? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Tiens, et t'habites où? Spontanément, c'est ça, hein, les questions, etc. Donc c'est des points de repère vraiment structurants dans la société. Donc c'est comment on est regardé dans le regard de l'autre, c'est ce qu'on n'osera plus dire de soi, c'est comment on va devoir aménager ce qu'on dit de soi, c'est-à-dire cacher des choses pour sa sécurité, pour ne pas précisément être jugé dans le regard de l'autre. Donc oui, c'est très très grave de ne pas garantir ça, mais c'est très très grave parce que ce qui conduit quand même majoritairement au fait de ne pas garantir un logement à tous, en tout cas dans notre pays, alors on pourrait parler d'autres pays, mais c'est le fait de ne pas considérer que ça ne peut pas être un bien marchand qui doit être géré comme les autres biens marchands. Pour ce qui est bien marchand, hein. Je trouve que l'eau ne doit pas être gérée non plus comme un bien marchand, l'énergie ne devrait pas être gérée non plus, enfin, etc. Mais
le logement particulièrement. Or, ce qu'on a laissé aller et se développer dans notre société, c'est une libéralisation quasi totale du logement. Hein. On est, en tout cas pour la partie wallonne du pays, c'est un peu moins vrai à Bruxelles où il y a plus de locataires, mais pour la partie wallonne du pays, il y a très peu de locataires en proportion, énormément de propriétaires. Sur l'entièreté du pays, il y a très peu de logements sociaux, il y a 7% de logements sociaux, tous logements sociaux confondus, hein, sur l'ensemble du territoire francophone, et c'est vrai aussi sur l'ensemble du territoire belge. Donc la Flandre ne fait pas mieux dans le domaine. C'était extrêmement peu. Et qu'est-ce qu'on a comme représentation du logement social? Ce serait que accéder à un logement social ou vivre dans un logement social, ça devrait être qu'un moment de passage dans notre vie, comme si c'était un moment dégradé, qui ne devrait être que le ressort pour aller vers mieux, c'est-à-dire nécessairement la propriété ou nécessairement être locataire dans du logement privé. Mais ça, c'est une vision de l'esprit, c'est une construction de l'esprit qui conduit à prendre des décisions législatives qui fixent ces choses-là. On peut très bien décider demain qu'il y ait beaucoup plus de locataires et moins de propriétaires et de soutenir la location. Or, on est dans un pays qui soutient la propriété prioritairement. Il y a très très peu de choses qui soutiennent le locatif. On pourrait très bien dans un pays qui décide d'investir massivement dans le logement social. Il y a des pays autour de nous en Europe où il y a une proportion de logement social très élevée, une proportion de locataires très élevée, avec une protection jusqu'à la pension, etc. Il y a aussi une déviance, je sais que c'est un peu macro de dire ça, mais c'est incroyable qu'on soit dans une société qui dit c'est important d'être propriétaire dans sa vie parce que ça sera la sécurité pour le moment de la pension. Oui, Hein? on dit que si il faut se contenter de sa pension pour vivre et en plus payer sa location, c'est presque impossible. C'est ça, mais ça veut dire qu'on amène toute une partie de population avec des trop faibles revenus, et là je m'éloigne un peu des sans-papiers, etc., bien qu'ils travaillent, hein, mais je veux dire, les gens qui ont des papiers, etc., ça veut dire que vous assignez toute une partie de la population qui même travaille, prenons les gens qui travaillent, je ne parle pas des gens qui ne travaillent pas, donc c'est dire qui même travaillent, ont des trop petits revenus, pour pouvoir mener une vie digne pendant des années en payant leur maison, c'est-à-dire qu'ils vont être pieds et mains liés à consacrer tout ce qu'ils gagnent, à tenir bon pour payer une maison, pour tirer jusqu'à la pension, parce qu'on ne se sera pas posé la question de la hauteur des revenus, la constitution de la pension, la garantie de la sécurité sociale qui doit, etc. Donc on transpose et on déplace. Mais ça veut dire qu'on tient les gens par le collet, quoi, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, moi, ça c'est une vision, c'est un point de vue politique. Hein. Je pense qu'on devrait aller vers tout à fait une autre orientation, qui n'est pas celle qu'on prend hein, aujourd'hui, pour aller vers beaucoup plus de liberté par rapport à sa relation au logement, pour pouvoir exister pour d'autres choses dans la vie qu'exclusivement par le logement, mais tout en étant en sécurité, c'est-à-dire on doit être logé en sécurité. Par ailleurs, et je dis juste ça en 2 mots, voyons toutes les questions qui se posent en termes environnementaux et climatiques par rapport au logement. Qui va avoir accès à des logements de qualité? À quelles conditions? Comment va-t-on faire la transition climatique et environnementale au profit de tout le monde? Ou avec le risque, précisément, que ce soit les mêmes qui soient les perdants d'une évolution climatique et environnementale sur l'habitat. Justement, quand vous dites avoir du temps pour faire autre chose, justement faire partie de la société, du vivre ensemble, construire quelque chose, si on n'a pas un peu de temps, un peu d'intelligence, un peu d'engagement, comment peut-on vivre dans un pays où toute une partie de la population n'est pas impliquée dans ce vivre ensemble, dans la gestion de la société en commun? Les travailleurs pauvres, les personnes précarisées, etc., participent peu, voire pas du tout, à ce vivre ensemble. Combien y a-t-il de sans-papiers ou de travailleurs pauvres dans nos parlements et dans nos gouvernements? Oui, alors, la question, en fait, de pouvoir s'investir dans les espaces démocratiques, elle tient à beaucoup d'éléments. Mais si je prends 2-3 éléments à mettre sur la table, la première chose, c'est que quand on vit dans un dénuement extrêmement important, on doit d'abord penser en permanence à sa survie. Penser en permanence à sa survie, c'est pas seulement le penser, c'est devoir agir pour sa survie.
Si on n'a pas de logement et qu'il faut loger d'un endroit à l'autre tous les jours, il va falloir trouver les lieux, il va falloir trouver comment se déplacer, il va falloir trouver comment négocier. Mais en imaginant même qu'on ait un logement, mais qui n'est pas dans le portefeuille ce qu'il faut pour boucler le mois, il faudra avoir de l'ingéniosité pour savoir comment on se déplace, comment on va faire à manger jusqu'au bout du mois avec les gens, etc. Et donc ce qui est dramatique, c'est que les personnes qui sont appauvries par le non-accès à des droits que notre État ne garantit pas à tout le monde, elles sont obligées de bouffer leur créativité, leur énergie, leurs bonnes idées, pour consacrer cette énergie, ces idées, ces bonnes idées à la survie. Et quand vous consacrez tout le temps vos bonnes idées, votre énergie, etc., à la survie, ben vous épuisez vos ressources pour la survie. Donc il faut être costaud pour avoir des ressources pour faire encore autre chose à côté. Donc chapeau, moi, quand je te vois être porteuse d'un mouvement avec d'autres qui sont derrière, etc. Comme je dis chapeau aux témoins du vécu militant qui viennent au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui vivent la pauvreté et qui quand même consacrent du temps à se battre pour des résultats collectifs, à venir consacrer du temps, à trouver comment gérer leurs difficultés tout en venant débattre, etc. Chapeau dans cette énergie-là. Mais il faut bien dire qu'il faut le faire avec les plus forts des plus faibles. Parce qu'il y a beaucoup de plus faibles derrière dont cette énergie est mangée pour arriver à tenir. Et donc, il faut soutenir les plus forts des plus faibles absolument. Donc, je pense que des champs d'investissement, c'est les champs de l'engagement citoyen où il faut que des citoyens plus forts garantissent un cadre qui permettent d'être le fil rouge pour ceux qui vont pouvoir être dedans, mais qui vont craquer, qui vont revenir, puis qui vont craquer, etc. Parce que quand on doit se débrouiller tout le temps, c'est ça qui se passe. Donc je pense qu'il faut ces lieux-là. Comme il faut des champs d'éducation permanente, quand on fait vraiment de l'éducation permanente, c'est-à-dire vraiment du processus de participation avec les gens, de nouveau en créant le cadre sécurisé, parce que les gens prennent suffisamment de risques comme ça dans leur vie pour arriver à tenir. Je pense que les champs de la participation doivent veiller à ne jamais ajouter de l'épreuve à l'épreuve. Les gens subissent suffisamment d'épreuves qu'ils doivent dépasser, donc au contraire, on doit mettre un cadre qui ne va pas demander que les gens prouvent encore plus une fois qu'ils ont cette capacité à pouvoir participer, etc. Merci. Après, est-ce qu'on est, je dis juste à représenter dans les parlements, etc. Ben là, on sait que, évidemment, on est encore dans une société qui est organisée de façon hiérarchisée. Enfin, tantôt vous disiez, je suis un docteur honoris causa de l'Université de Liège. Voilà bien un lieu, les universités, où on est dans la reproduction du pouvoir, majoritairement. Dans ce qui est enseigné, élites, oui. et on voit les déterminismes qui se reproduisent en quelque sorte dans la société. Donc il faut changer à tous les niveaux de pouvoir, évidemment, et dans tous les lieux où il y a du pouvoir pour que ce déterminisme évolue. Henriette, recevoir un compliment de Christine Maï, c'est pas tous les jours. Et donc vous êtes une femme forte, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est pas facile tous les jours d'être une femme forte. Quand on vit dans la difficulté, dans les précarités, on vise le lendemain, on vise le soir, on vise un vêtement pour le fils, on vise le repas du lendemain. Comment avez-vous trouvé l'énergie, le ressort de vous investir dans une cause plus large qui était celle de la voix des sans-papiers ? Comment est-ce que ça est venu, cet engagement ? Cet engagement m'est venu à la vue des camarades autour de moi. Pour la petite anecdote, j'ai rejoint le collectif en tant qu'habitante d'une occupation. Et le fait il y a eu un engouement en moi, rien qu'à la vue de toutes ces actions qui étaient mises en place pour la reconnaissance et la réappropriation des droits des personnes sans papier. Et j'ai voulu en être, tout simplement. J'ai voulu faire partie de ceux, apporter un peu ma pierre à cet édifice qui est un peu, qui est encore un peu dans l'ombre. Oui. Et après, comment est-ce qu'on trouve la force de faire tout ça. Bon, l'une de mes raisons est un peu bateau, encore une fois. Mon fils est un peu mon moteur. Enfin, pas qu'un peu, mais c'est mon moteur.
être dans une telle situation, avec mon fils, me mène à me positionner doublement, me positionner en pensant à son bien-être, à sa personne, à sa sécurité, à tout ce qui l'entoure en premier, et ensuite me positionner face à mes besoins dans un deuxième temps. Mais après, c'est sûr que c'est assez, c'est assez mangeur d'énergie. C'est assez mangeur d'énergie, sachant la difficulté que c'est de se projeter. La difficulté que c'est de se projeter. La difficulté de voir demain, de voir oui, la l'année difficulté, prochaine. voilà, justement la difficulté de voir demain, sachant que sachant que ce demain repose sur une incertitude, l'absence d'un titre de séjour, il est difficile de se projeter. Il est difficile de se projeter dans une semaine lorsqu'on n'a pas de logement fixe, et toutes ces difficultés sont reliées. Et c'est un peu, on se retrouve un peu au centre d'une toile dont on ne peut pas facilement se défaire. Tout est relié, et la possibilité d'envisager un futur est un peu happée dans cette toile de difficultés, de problématiques et d'incertitudes. Ouais. Merci Henriette. Et comme disait Christine Mailly, il y a des hauts et des bas, et être en collectif, justement, ça aide peut-être à traverser les bas pour aller vers le haut. Justement, être en collectif, pouvoir créer des solidarités, pouvoir créer de l'espoir, un peu, ça aide énormément. Ça aide d'avoir autour de soi ou devant soi des personnes qui arrivent à vous tirer vers le haut, parce que justement cette criminalisation que j'évoquais n'y aide pas, et c'est un peu on a que soi, on n'a que ceux autour de nous, on n'a que ceux dans cette situation comme le disait Christine, les plus forts qui ont cette responsabilité-là, cette charge de tirer un peu tout le monde vers le haut. C'est un peu ça. Merci Henriette. Oui, je vous en prie. Christine Mailly, nous avons eu l'occasion de recevoir lors de notre première soirée les Petits Dons de Pétillon, qui est une association que vous connaissez certainement. Et les Petits Dons de Pétillon ont pointé un phénomène de délestage. Je m'explique. Dans certaines régions, l'aide sociale, qui devrait être installée par, disons, l'État, n'est plus effective. Et certaines structures se délestent de ces responsabilités vers des associations, vers des bénévoles. Est-ce qu'on constate ça de plus en plus, ou bien est-ce que c'est un phénomène marginal ? Alors malheureusement, ce n'est pas du tout marginal. On le constate de plus en plus. Au fil du temps, on voit bien que l'abandon, l'incapacité, la volonté, c'est variable, hein, suivant les autorités politiques qui décident, etc., conduit à ne plus garantir des droits de fait. Hein, mais on le voit à travers à la fois la déstructuration de réglementation ou bien la fragilisation de dispositifs. On a une sécurité sociale, par exemple, qui est tout à fait intéressante dans ce pays, et heureusement qu'on l'a encore. Et hier soir, par exemple, il y avait une soirée à Namur avec des personnes sans papier pour se demander comment être dans la sécurité sociale en étant sans papier, par exemple. Mais dans le champ de cette sécurité sociale, on donne des coups de canif dans cette sécurité sociale. Par exemple, on a fragilisé terriblement le droit au chômage qui est finalement un droit qui découle du droit du travail. Comment ? En mettant des conditionnalités accrues sur l'accès au droit au chômage, et donc en fragilisant par la somme d'argent reçue, par les conditions d'entrée dans le droit, par le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne savent plus entrer dans le droit du tout. Donc tout à fait légalement, notre autorité publique a fait que des gens ne savent plus entrer dans le droit au chômage. Je pense à des jeunes, par exemple, âgés de 18 ans, qui n'ont pas terminé tel niveau d'études, etc., etc.
etc. Donc on a un très beau dispositif, mais on ne cesse de donner des coups de canif dedans, sous l'angle de la responsabilité individuelle, la méritocratie, hein, donc le mécanisme très fort utilisé dans des sociétés qui prônent la financiarisation, le capitalisme, etc. Bon, les gens n'ont qu'à être forts par eux-mêmes, ils sont responsables de leur situation, sans étudier, sans regarder ou sans vouloir ouvrir les yeux sur le fait que c'est un ensemble d'un système qui produit les choses. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'il y a de la perte de droits garantis par l'État, donc il faut défendre ça. Si on regarde au niveau des CPS, par exemple, aujourd'hui, alors heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais ça existe dans la loi, a été introduit dans la loi que les gens peuvent être sanctionnés par la suppression du revenu d'intégration sociale. Donc, alors que des gens qui n'ont aucun revenu du tout, aujourd'hui, pourraient perdre leur revenu d'intégration sociale totalement. Ce qui n'existait pas dans la loi, ça a été introduit dans les années récentes qui viennent d'arriver. Donc forcément, les gens là n'ont plus rien. Donc on voit, allez, ces deux exemples, mais on pourrait en citer plein d'autres, qu'en effet, il y a une difficulté de rester à l'intérieur du droit, de bénéficier du droit, d'accéder au droit, etc. Donc forcément, on va chercher dans le champ périphérique qui va être de l'associatif, du caritatif, etc. Oui. Mais c'est gravissime quand on voit à quel point ça prend de l'amplitude aujourd'hui. Regardez l'aide alimentaire. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on ne soit pas honteux dans un pays aussi riche que la Belgique, et je parle même hors Covid, hein, parce que le Covid a créé des situations particulières, mais même hors Covid, comment peut-on se regarder dans les yeux dans un pays aussi riche que le nôtre et de se dire qu'il est normal que des gens aillent tendre la main pour arriver à manger, c'est-à-dire aller demander des colis alimentaires, aller au Resto du Cœur, etc., etc. Je ne critique pas les dispositifs. Les dispositifs, ils sont vitaux pour les gens. Oui. C'est pas ça que je critique, c'est le fait que, comme on s'est tous regardé dans le blanc des yeux, c'est une anormalité complète, c'est d'ailleurs soutenir l'ensemble de l'agroalimentaire, etc., que ça arrange bien, distribution vers les pauvres, hein, des excédents des riches, etc. Et donc on maintient le système et ça tourne tout rond. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quand on saute des étapes successives et quand aujourd'hui, il n'est pas du tout anormal pour les pouvoirs publics de considérer que quand on veut négocier une subvention, etc., de dire, ah vous savez, nous on n'a plus tout l'argent, mais on pourrait aller voir dans une fondation avec vous, hein, etc. Donc on mixe. Ou bien, pire encore, quand on retombe, alors c'est l'époque maintenant, hein, le marronnier Viva for Life qui ressort, donc où là c'est un service public télévisuel qui se prête à l'organisation de la charité, hein, redistribuer aux associations qui en ont besoin. De nouveau, je ne critique pas les associations qui rendent des dossiers parce qu'elles en ont besoin, etc. Je ne critique même pas les donateurs individuels. Mais quand on voit qu'à Viva for Life, on a des banques qui mettent les gens en difficulté, qui ne veulent pas donner de cartes à des sans-papiers, qui ne veulent pas organiser les garanties locatives pour les gens alors que c'est dans la loi, etc., qui viennent remettre des chèques ou qui vendent des boules de Noël, hein, à Viva for Life, pour être distribués via, etc. Quand on voit qu'on a des ministres qui viennent distribuer des chèques, quand dans le même temps certains ministres ont pris une décision qui entaille un droit chez les gens, etc., qu'est-ce qu'on fait d'autre que de laisser croire à l'opinion publique qu'il n'y a plus assez d'argent dans l'État et que c'est donc normal de recourir à des dispositifs comme ceux-là et que donc on amplifie complètement la charité. Alors ça, c'est parce qu'on fait croire aux gens qu'en effet, il n'y a pas de moyens. Alors, je ne suis pas poujadiste et populiste, je n'ai pas dit que c'était facile de faire tomber les moyens, mais on sait quand même qu'il y a des orientations pour le faire. On va en parler avec Jean-Sébastien Zippert, qui va apporter son point de vue économique et financier sur ces aspects-là. Un grand merci, Christine Mailly, d'avoir échangé avec nous. Vous restez ici, dans la salle de l'Espace 29, à Neuchâtel, parce qu'après, il y aura des questions. Je vous le disais, l'art éclaire le monde. L'art éclaire le monde, il le fait vibrer aussi, au son de la voix, au son des instruments. Voici les bulles poétiques du bouton, l'écriture slamée de Céline Trujillo sur la musique de Jean Schotz. Je vous laisse écouter.
venue pour avouer. Monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forain, madame le nem, et puis toi le voisin bien pensant, je suis venue pour avouer que je ne suis qu'une cohabitée. Je suis venu pour avouer. Je suis venu pour avouer. Je suis venu pour avouer. Je suis habitée par plein de doutes, par plein de bambins et plein de routes. Je suis habitée par la peur et par la soif, oui, certaines heures. Je suis habitée par le manque, par l'habitude des bonnes planques. Mais là, je l'ai pas venu venir, derrière tes codes et ton sourire. Là, je ne m'y attendais pas, même si la guerre, je connais ça. Et là, je ne m'y attendais pas, on s'est fait prendre comme des rats. Un paillasson pour deux, c'est doux, ça rappe moins que la solitude. Un paillasson pour deux, c'est mieux, sauf quand ça gratte comme sur la paille. Je suis venue pour avouer. Oui, j'ai pris le risque de l'épouser, en grande pompe, en grande festaille, et pourvu qu'il ne s'en aille, on s'est trouvé, on s'est aimé, et puis on a voulu habiter, ensemble à la lumière du jour, et sous les spots, les photographes, en plein bonheur, on s'est mariés, là inutile de le nier, car c'est écrit, c'est installé, dans ton carnet, dans ton cahier, de noir et blanc, c'est imprimé, je ne suis qu'une cohabitée, cohabitée. Cohabiter. Cohabiter. Facilement tracé, facilement montré du doigt, de l'alliance vernie, moisie de vos manques de scrupules, roussie par vos manques de recul. As-tu déjà vécu, aimé, dans la lumière des jours heureux, ces jours qui aident quand tout bascule, quand le salaire tombe à bas, quand le salaire tombe à ras, quand les pâquerettes ne nourrissent pas, quand le salaire disparaît, quand plus de salaire pour aucun d'eux, alors ces jours heureux qui aident à se sentir moins seul à terre. As-tu déjà vécu, aimé, ces jours heureux au fond d'un verre? Caché. Ici notre bonheur est entaché d'une précarité contrôlée, d'une pauvreté bien tolérée, salement, salement, salement tolérée. Ici le nid a trop d'odeur, d'humidité et d'absorbeur. Ici le nid a trop de peur de pas arriver à boucler le mois, la semaine ou la journée, de plus arriver à le fermer. L'œil qui s'expose à découvert, à mise à nu de nos ressources, à mise à nu de nos statuts, à mise à mort de nos projets, mise à la porte de mon logis, où j'y le sort de par milliers, de mon statut de cohabiter. Je pensais pas qu'être dans la lumière me ferait devenir un être d'ombre. Aujourd'hui on cherche comment se séparer pour du semblant. Pour avouer, monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forain, madame le nem, et puis toi le voisin bien pensant, je suis venu pour avouer que je ne suis qu'une cohabitée. Et si je le clame bien haut et fort, peut-être tu adouciras mon sort. Je suis venu pour avouer, je suis venu pour avouer, je suis venu pour avouer, je suis venu pour avouer. Pendant que j'y suis, monsieur l'agent, j'avoue que je ne travaille pas. Quoique, mais ça c'est un autre état, un autre statut à mépriser. Monsieur l'agent pour une autre fois, mais là laisse-moi le temps de reprendre mon souffle. Reprendre ma clé, mon paillasson, avant de quitter ma cohabitation. Cohabitation, ma cohabitation, ma cohabitation. Mais il y a quelqu'un au bout du fil? Mais il y a quelqu'un au bout de l'écran? Je vous parle depuis tout ce temps. Et je me souviens que j'ai pas payé ma facture d'électricité. Mais il y a personne au bout du fil. J'aimerais tellement te rencontrer. Et
peut-être qu'on ira prendre un café et prendre le temps d'en discuter et prendre le temps de s'avouer. Monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forum, madame l'onem, et pour toi, le voisin bien pensant, mais moi je ne suis que la cohabitante. Cohabitante, la cohabitante, la cohabitante, la cohabitante, la cohabitante. Je ne suis que la cohabitante, la cohabitante. Je ne suis que la cohabitante. Je tiens juste à dire que Dans l'idée le du micro. Mélodica, oui, l'autre. Oui, oui. Merci Jean. Je viens juste dire que l'idée du Mélodica vient de Valérie qui travaille au centre culturel. Donc merci Valérie. Merci à tout le monde. Merci pour ces bulles de poésie. On a parlé du statut de cohabitant, c'est une particularité belge. Bonsoir, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Jean-Sébastien Zippert. Dans tous ces moments difficiles, quand on parle de pauvreté, de précarité, toutes sortes de pauvreté, on se pose toujours la question du financement, de l'économie, du système monétaire, des subventions, de la fraude fiscale, des impôts, de la solidarité. Ce sont tous des aspects qu'on a du mal à maîtriser, d'autant plus que entre le budget d'un ménage et le budget d'un État, il y a en commun. Jean-Sébastien Zippert, vous intéressez aux questions aux relations sociales, à la transition écologique et sociale. Vous avez travaillé de nombreuses années au Grand-Duché de Luxembourg dans la finance mais éthique. Vous êtes titulaire d'un master FOPES, c'est-à-dire la faculté ouverte des politiques économiques et sciences sociales de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes aussi actif au sein du collectif Taxe Justice Luxembourg. Ça nous intéresse, puisqu'on est tout près du Grand-Duché de Luxembourg, dans le sud de la province de Luxembourg. C'est pour ces multiples connaissances et ce regard économique et social qu'on a décidé de vous inviter. Merci d'avoir accepté de venir à vélo, et puis en train, et puis en voiture. C'est ça aussi la ruralité. Alors ma première question, c'est votre ressenti après avoir entendu tous ces témoignages et ces points de vue ce soir. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je précise effectivement pour le public que contrairement à tous les intervenants que vous avez entendus jusqu'à présent, je n'ai pas d'expérience ni professionnelle ni académique sur la question. La pauvreté, j'ai juste un intérêt personnel et donc je vous prie une certaine indulgence en espérant que je ne dirai pas trop de bêtises sur ce sujet. Alors pour répondre à ta question, Pierre, ben oui, le ressenti est que effectivement on a une différente palette de témoignages qui montrent bien que la pauvreté c'est avant tout pas uniquement un manque de moyens financiers, hein, ça je crois que c'est très clair, mais c'est effectivement, comme l'avait dit Pierre Bourdieu ou d'autres sociologues, un déficit aussi de capital symbolique, de capital culturel qui permet justement qui est autre que financier et qui permet justement aux personnes d'évoluer dans la société. Et donc sur la base des travaux de sociologie ou des témoignages d'autres personnes qui sont les transfuges de classe. Donc ça va peut-être un transfuge de classe, c'est une personne qui est issue
d'un milieu social généralement très populaire et qui, presque de manière accidentelle, parce que c'est extrêmement rare, du fait justement des difficultés de sortir d'une classe populaire et précarisée, ont réussi à gravir les échelons de l'échelle sociale pour atteindre souvent des niveaux très élevés et de pouvoir ensuite témoigner. Et donc sur la base donc, de ces témoignages de sociologues, comme de ces témoignages, par exemple en Belgique, vous avez eu, bon, même si c'était plutôt d'une façon humoristique, Dimitri Verhulst qui avait écrit La merditude des choses. Bon, là, je ne vais pas trop utiliser ce témoignage-là parce que je crois qu'il a pris beaucoup d'humour et beaucoup de recul par rapport à sa situation, qui était effectivement très difficile, hein, donc l'issue d'un milieu très populaire de Alost. Et je prendrais plutôt comme exemple, si vous connaissez peut-être Didier Ribon, qui a écrit Retour à Reims. Je dirais, s'il y a un livre de sociologie et que vous n'avez jamais lu de livre de sociologie, commencez par lire celui-ci. Parce que vous allez voir justement qu'est-ce que c'est le déterminisme social. Donc Didier Ribon est né dans un milieu très populaire à Reims et aujourd'hui il est directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales à Paris. Bon, bref, il a eu un parcours qui il l'a dit lui-même, est tout à fait accidentel. Mais ce qu'il a pu surtout voir, c'est qu'il a pu étudier, du fait d'avoir gravi ces échelons, le sentiment de honte qui est vraiment la première émotion, le premier sentiment qui écrase les classes populaires quand il s'agit justement de côtoyer les autres personnes de la société. Et toujours dans cette veine-là, il a ensuite inspiré d'autres auteurs dont vous avez peut-être aussi entendu parler d'Édouard Louis, qui a été un de ses disciples, puisqu'il a 40 ans de différence entre lui et Édouard Louis. Lui-même, Édouard Louis était issu d'un autre milieu populaire, plutôt du nord de la France. Et la caractéristique de ces deux personnes-là, c'est qu'elles étaient à la fois donc d'un milieu très pauvre et homosexuel. Et elles ont pu, entre autres, elles ont été plutôt amenées à quitter leur milieu social, entre autres à cause de l'homophobie qu'elles ont subie de manière très violente, hein. Donc voilà, c'était des témoignages qui permettent un peu justement de mettre en situation le fait que... Alors, comment c'est justement, oui. Comment est-on pris en compte dans la société quand on est différent? Comment est-on pris en compte quand on est précarisé, quand on a un look différent, un phrasé, que sais-je, quand on a un pull en coton V ou des choses comme ça? Alors, justement, sur l'aspect physique de la pauvreté, ils l'évoquent tous les deux en disant que la pauvreté s'attaque vraiment au corps des gens des classes populaires, déjà parce qu'ils font des métiers très durs, qui les rend plus vite usés que s'ils travaillaient dans un bureau ou un autre type de travail. Et c'est c'est aussi une condition qui s'attaque au physique des gens, c'est-à-dire où vous aurez une proportion de personnes qui auront moins de dents et des soins et des dentitions beaucoup plus abîmées que le reste de la population. Alors ça pourrait prêter à sourire puisque François Hollande s'est permis de faire des plaisanteries sur les sans-dents, mais en fait ça ne fait pas, c'est pas vraiment drôle dans la mesure où si votre dentition est attaquée, déjà ça vous prive de l'accès à certains emplois où effectivement l'image de soi va être très, très importante. C'est aussi une question de phrasé, d'expression, de vocabulaire, oui. de langage corporel qui fait que les personnes issues des milieux populaires vont toujours se sentir un peu mal à l'aise, voire carrément exclues quand elles vont devoir aller dans d'autres milieux sociaux. C'est aussi, et ça c'est Édouard Louis qui le disait en parlant de son père, c'est aussi une vie qui est basée sur une vie négative, c'est-à-dire une vie avec des possibilités d'études nulles, des possibilités de voyager ne serait-ce que 50 km au-delà de son lieu de vie très difficile, donc obligatoirement une vie très restreinte, y compris dans son imaginaire. Édouard Louis parle de ses visites dans les supermarchés, où il aimait bien aller dans les supermarchés pour voir tout ce qu'il pourrait jamais acheter. C'est ça. Pour lui, les meilleurs moments qu'il a de sa jeunesse étaient de se balader dans le supermarché, non pas de son village, mais de la ville d'à côté, pour faire un peu de lèche-vitrine, parce que c'était le seul moment où il pouvait un peu sortir d'un environnement où finalement il était juste contraint à la privation. Christine Mailly parle de l'accès à la propriété, enfin non,
erreur fatale de ma part. C'est pas du tout l'accès à la propriété, c'est l'accès à un logement, en location ou autre. L'accès à un logement est vraiment essentiel pour construire toute sa vie autour, puisque c'est une référence en plus de l'emploi. Dans une société, pour avoir accès à ce logement, c'est compliqué. C'est l'État qui devrait garantir l'accès au logement. C'est l'État, c'est-à-dire nous, ensemble, qui devons garantir l'accès à la culture, l'accès à l'enseignement, l'accès à des bons soins de santé remboursés. Par exemple, les dents, c'est très, très peu remboursé. Comment se fait-il que l'État y arrive difficilement? Pourquoi est-ce que l'argent est insuffisant pour assurer ces services? Où va-t-il au lieu d'aller là? Ben là, je reviens encore sur une citation de Pierre Bourdieu qui disait « L'État, il a une main gauche et une main droite ». Et on constate, depuis, on va dire, plus de 40 ans, hein, avec le rouleau compresseur néolibéral qui continue d'avancer, quoi qu'on en dise, qu'aujourd'hui, la main droite, elle a pris le dessus largement sur la main gauche. Et donc, autant la main droite va distribuer de l'argent dans le système bancaire, parfois de bon gré, mais parfois aussi tout simplement parce que si elle ne l'avait pas fait en 2008, toute l'économie mondiale se serait effondrée. Hein, il y avait aussi une sorte de prise d'otage cette fois-ci, pas du tout symbolique quand on parle des cheminots qui prennent les gens en otage. Là, c'était vraiment une prise d'otage beaucoup plus violente du système bancaire sur le reste de la communauté en tant que général. Donc là, oui, l'argent coule à flot. On a vu aussi que l'argent coulait à flot pour le Covid. Pas toujours à bon escient, mais ça c'est encore une autre discussion. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, par contre, pour les services sociaux, pour l'aide non seulement à l'accès au logement, à l'éducation, à la santé, là l'argent manque et l'argent continue de manquer. Et on sait que depuis la crise du Covid, les lits continuent d'être supprimés, et en France, et en Belgique, etc. Donc le rouleau compresseur néolibéral continue d'avancer, alors que dans le même temps, on sait que effectivement d'autres budgets de l'État, eux, sont très bien fournis. Je peux par exemple parler de la police, de l'armée, qui est relativement mieux fournie que les services sociaux qui sont tout le temps sous-financés. Et ça vient aussi poser effectivement la question des ressources d'un État. Oui. Donc, on a vu dans OpenLux, oui, c'était ça, oui. Ouais. OpenLux, qu'un État tout près d'ici, qui s'appelle le Grand-Duché de Luxembourg et dont nous profitons largement ici au niveau de l'emploi, le Grand-Duché de Luxembourg a capté 6500 milliards d'euros, grosso modo, en évasion fiscale. Je rappelle le chiffre, 6500. À titre de comparaison, le budget de l'État belge fédéral, c'est 225 milliards. Est-ce que ça, c'est pas aussi une façon d'appauvrir les services publics en Belgique? Ah, complètement. Là, on peut vraiment dire qu'il y a un double scandale. Je reprends l'expression de Denis Robert, qui est le journaliste qui a travaillé sur les paradis fiscaux. Il disait « On stigmatise les voleurs de poules, hein ». En clair, les gens qui essaient justement, avec ce fameux statut cohabitant, d'arrondir les angles. On a toujours dans la presse l'histoire de ce chômeur qui part aux vacances aux Maldives au lieu de chercher du travail. Et de l'autre côté, toute cette flibuste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, toute cette ponction phénoménale de la fraude fiscale est occultée. Alors déjà, pour revenir sur la fraude sociale, de manière générale, vous savez que la majorité des fraudes sociales, en Belgique comme en France, c'est pas le salarié ou le chômeur ou les personnes qui touchent les minima sociaux qui en sont coupables. Hein. C'est majoritairement le patronat. Bon, déjà, mais admettons que ce soit uniquement des chômeurs qui trichent et pas les patrons. Le rapport entre la fraude sociale et la fraude fiscale, il est au minimum de 1 à 50, voire de 1 à 100. C'est-à-dire qu'on a, dans le discours médiatique dominant, tout un narratif très, très, très développé sur les pauvres qui trichent. Mais alors, les riches qui trichent, ça, vous allez avoir de temps en temps un article sur les Pandora Papers. Chaque fois qu'il y a un scandale qui sort, c'est toujours pire que l'autre, que le dernier. Mais ça passe, ça fait pendant 24 heures, ça va faire un peu quelques titres dans la presse économique. Et puis après, on sera passé encore à autre chose. Alors que le discours dominant qui continue de stigmatiser les pauvres qui ne veulent pas travailler, etc., lui, il continue à rester dans l'opinion publique. Et d'ailleurs, il se traduit ensuite par un vote de droite, voire d'extrême droite, qui, outre la stigmatisation des personnes qui n'ont pas la bonne couleur de peau ou la bonne religion, reste encore sur le discours
il faut faire la chasse à ceux qui ne veulent pas travailler, etc., etc. Les plaques tournantes au niveau mondial, il y a Dubaï, il y a Singapour, il y a certains paradis fiscaux, les îles Caïmans, etc. Mais il y a aussi des structures dans les États mêmes, comme le Delaware aux États-Unis. Il y en a un peu partout comme ça. Y compris la Belgique. Vous savez que les milliardaires français sont très bien accueillis dans le territoire belge, alors que le travailleur belge, lui, subit une fiscalité. Quand je dis le travailleur, c'est le salarié comme l'indépendant, subit lui une fiscalité extrêmement dure. Donc oui, là, il y a encore un autre scandale dans la mesure où ces États dont les gouvernements, chaque fois qu'ils sont amenés, c'est un peu la même chose avec la COP, que ce soit le climat ou la justice fiscale, vous avez toujours de très beaux discours, comme il y a eu ensuite, après 2008, où Nicolas Sarkozy avait dit les paradis fiscaux c'est fini. Mais ce sont des discours qui restent des discours. Dans les faits, il ne se passe rien. Et encore récemment, Mediapart a sorti une information sur donc, ce qui se passe dans les plus hautes sphères à Bruxelles sur la lutte contre la fraude fiscale généralisée. Et là, on se rend compte qu'au sein même des institutions européennes qui sont censées lutter contre la fraude fiscale, tout est fait pour ne rien faire. Donc on en reste au niveau du discours, mais dans les faits, on a des décisions un peu cosmétiques qui veulent, par exemple, imposer, c'est déjà un progrès, c'est vrai, à ce que les GAFA payent un petit peu d'impôts, au lieu de 0, donc 15%, d'accord, mais ça reste quand même très largement... On parlait des Pandora Papers. Dans les dernières déclarations release, comme on dit, des Pandora Papers, on voit qu'il y a... Est-ce qu'il pourrait y avoir une collusion entre, d'une part, certains chefs d'État, puisqu'on a vu que les Pandora Papers, on pointe du doigt le Premier ministre du Chili, le Premier ministre de la République tchèque, on pointe du doigt aussi Tony Blair, qui a fait des montages fiscaux pour éviter l'impôt. Est-ce qu'il pourrait y avoir une collusion entre des chefs d'État, des représentants politiques et le monde financier? Oui, alors là je reviens sur un livre qui est assez ancien, qui a été écrit par un chercheur à l'ULG qui s'appelle Geoffrey Goyens, qui s'appelait Tout pouvoir confondu, dans lequel il faisait tout simplement la liste de tous les centres de pouvoir, non seulement au niveau européen, mais même au niveau mondial. Donc des personnes qui ont les pouvoirs de décision à la Commission de Bruxelles, des personnes qui ont les pouvoirs de décision dans les différents gouvernements de l'Union européenne, et les personnes qui sont à la tête des transnationales, des médias, de l'armement, etc., etc. Et en faisant tout simplement cette liste-là, oui, on voit que c'est des personnes qui ont été dans les mêmes facs, qui ont suivi les mêmes études, qui font partie de cette oligarchie, il n'y a pas d'autre mot, et donc qui, encore une fois, sous un discours qui peut paraître très intéressant sur l'intérêt général, est nié tout simplement par les faits dès qu'il s'agit de mettre en place des politiques efficaces contre la fraude et l'optimisation fiscale. Parce que oui, ce qu'on dit, bon, la fraude fiscale, on est d'accord, c'est clairement, on est en dehors de la légalité, mais il faut savoir que ce qui peut être légal au Luxembourg ne l'est pas obligatoirement dans un pays voisin. Et que même par rapport à la loi luxembourgeoise sur la fameuse ruling, les rescrits fiscaux, il y avait déjà des choses qui ne respectaient même pas la propre loi luxembourgeoise. Donc on peut parler d'optimisation fiscale agressive ou très poussée, mais peu importe, à la fin vous avez des transnationales comme Amazon qui produisent des milliards d'euros de profit et qui ne payent pas d'impôts, voire dans certains cas extrêmes qui arrivent même à être bénéficiaires puisqu'elles touchent encore des subsides pour se faire installer des entrepôts dans des régions qui sont déjà des régions très touchées par le chômage. J'ai pris un exemple ici, mais il y en a plein d'autres, mais c'était une personnalité un peu connue, c'est Guy Verhofstadt, qui est un politicien belge qui siège au Parlement européen depuis longtemps, qui est chef de groupe, et qui gagne, en dehors de son mandat politique, entre 150 et 300 000 euros par an, c'est pas très clair, de sociétés privées en tant que consultant. Il est notamment administrateur indépendant de la Sofina, qui est la holding de la grosse famille belge Boel. Ça, c'est la source de l'ONG Transparency International Europe. C'est pas facile tout ça. On n'a que quelques minutes ensemble, puis on se reverra le 2 décembre à B, mais là pour parler de solutions. Je voulais avoir votre point de vue sur la décroissance. Souvent on confond la décroissance
qui est une décision, qui est un cheminement pensé et appliqué, avec la récession, qui est, elle, un phénomène subi et un effondrement. Les revenus modestes, souvent, sont déjà dans la sobriété, pratiquement tous. Et les revenus les plus hauts sont plus, je dirais, dans une sphère plus confortable, et aussi les plus grands pollueurs de la planète. Un milliardaire qui s'envoie en l'air pendant 7 minutes, c'est à peu près le rejet de CO2 d'un Gabonais pendant toute sa vie. C'est quoi ces différences de traitement, et est-ce que la récession peut être évitée par une décroissance qui serait, je dirais, positive pour l'environnement en tout cas? Là, c'est vraiment la question des politiques publiques à mener. Jusqu'à présent, on a vu, et ça continue, oui, effectivement, en version néolibérale, la décroissance, c'est la récession. C'est-à-dire une chute très brutale des revenus, mais pas pour tout le monde, hein, surtout pour les classes, évidemment les plus populaires, et les classes moyennes qui sont aujourd'hui majoritairement en situation de déclassement et qui sont en situation de fébrilité par rapport à ça. Par contre, vous serez rassurés d'apprendre que l'oligarchie, donc les 1 voire les 0,1% des plus riches, eux, même s'ils perdent 10, 20, 30% de revenus dans un krach boursier, ça ne va pas changer grand-chose dans leur vie, objectivement. Donc oui, c'est clair que l'objectif d'une bonne politique publique serait effectivement de faire une décroissance de toutes les activités qui sont toxiques, objectivement, pour l'intérêt général. Donc l'agriculture intensive, les activités que tu as citées, comme le tourisme spatial, qui finalement n'apporte pas grand-chose, ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue, je dirais, d'intérêt général de manière générale, et d'augmenter les activités pourvoyeuses d'emplois durables, donc dans une agriculture plutôt territoriale, plus que raisonnée, biologique, toutes les activités liées justement à la création d'emplois. On a parlé de précarité énergétique. Oui, on peut créer aussi des emplois pour rendre des maisons qui sont des passoires énergétiques avec qu'elles soient plus efficaces justement pour qu'elles consomment moins et qu'elles polluent moins. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, on pourrait penser que développer l'enseignement, développer le sport, développer la culture, ce sont des activités qui sont pourvoyeuses d'emploi, surtout pourvoyeuses de plaisir et de bonheur, et pas tellement de pollution, quoique. Non, effectivement, les activités les plus toxiques, les plus polluantes, déjà, on sait que ces activités-là, 90% de la population, y compris des pays riches, n'y a pas accès. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc oui, mais encore une fois, ça c'est une décision politique qui devrait être faite non seulement par un gouvernement, mais qui, pour qu'elle soit effectivement appliquée, devrait se faire aussi sous une pression populaire intense. C'est-à-dire que si demain une coalition, on va dire très, très progressiste, très vert, très écolo prenait le pouvoir en Belgique, elle ne tiendrait pas 5 minutes par rapport au lobby du patron, au lobby des grandes transnationales. Donc sans il faut le dire, sans une forte expression populaire, avec des grèves générales de plusieurs jours, etc. Donc il faut bien se rendre compte de la difficulté, non seulement de mettre en place un programme politique, mais avec aussi donc, tout un environnement social qui pourrait soutenir un tel programme. Eh bien, Jean-Sébastien Zippert, on verra ça le 2 décembre à Abbé, quelles seraient les pistes et les solutions pour l'avenir. Je me tourne vers les réseaux sociaux pour voir s'il y a eu des commentaires, des remarques, des questions pour ces 2 dernières interventions, celle de Christine Mailly et celle de Jean-Sébastien Zippert. Milady Renoir, merci pour cet appel au mouvement d'air, aux buissonneries. Quelqu'un nous dit que c'était fort interpellant et fort intéressant. Merci pour ce partage d'expérience et de connaissances. Très belle initiative. Et en réponse à Madame Mailly, oui, à une institutionnalisation de la solidarité plutôt que ces dispositifs de charité. Bravo Madame Mailly. Merci pour ces remarques et ces commentaires. Il est temps de retrouver justement Milady Renoir pour sa dernière intervention de ce soir avant la conclusion. Merci Jean-Sébastien.
Allô, allô. On parle pauvreté au pluriel et moi j'arrive avec de la poésie. Alors j'ai été un jour à une soirée avec des personnes sans papier, on faisait une soirée scène ouverte avec du slam et puis il y en a un qui a crié « Tu nous fais chier avec la poésie, ça sert à quoi ?» Alors j'ai pris ça au sérieux et je me suis demandé à quoi ça sert la poésie. Alors ce texte n'est pas une réponse. Au milieu des décombres et des déclins, je me parle à moi-même et je m'invective. Alors poète, poétesse, tu fais ça pour quoi? Tu fais ça pour qui? Cette fameuse qualité de regard que tu entretiens à force d'expériences uniques en leur genre, à force d'allées, de retours, de détours, de spirales, déjouant le réel, bref, c'est comme ça que tu appelles la poésie. Ton truc de la poésie, c'est quand même pas vraiment une armure en Kevlar. Ça ne te décolle pas du sol quand une mine antipersonnelle pète à la gueule d'un ado à Jéricho. Ça dévie pas de sa trajectoire les roquettes Hydra 70 tirées d'un lanceur M261 à 19 tubes. Si tu es à la fois poète et à la fois cible mouvante, ben, tu vas te sentir un peu éparpillé dans ton thorax. Tout thorax de poète qu'il soit, il ne sera pas converti en paillettes dans les yeux. La poésie, ça ne protège pas tes organes vitaux sous un char-chenille, enfin pas très correctement. Si la machette atterrit jusqu'à tes os, t'en prendras plein la chair, et ces mots que tu auras passé des années, des mois à pétrir, à tisser, à concevoir avec ton esprit bien libre, bien émancipé du quotidien, des mois à signifier le monde de ta verbalité bien frappée, ces mots ne vont pas te cuirasser. Ils ne feront pas bardage contre les violences systémiques. Tu vois, c'est comme la langue de bois, ça provoque pas de croissance. En tout cas pas végétale, à la limite abyssale. Après, si t'es en plus un poète arabe, ou noir, ou rome, ou musulman, ou femme poétesse voilée, ou femme poétesse trans voilée, ou pauvre, enfin un peu de tout. Bref, si t'es un de ces trucs-là, ben c'est encore plus cher, c'est double peine. Serrure d'État. Et même que ces mots qui disent tant de toi, tes oppresseurs vont les retourner contre toi. Ok, tu doutes, bien sûr que tes mots ne servent pas à rien, hein, ils te font gagner en karma poétique. Mais bon, ils ne donnent pas de papier, ni aux exilés, ni aux déplacés, ni aux tabassés, ni aux déportés. Ça ne fait pas bâiller les grilles des centres fermés, ni couper la chic à la peste brune de l'Office des étrangers. Tu crois quand même pas que Franken et Bolsonaro, ils kiffent Verlaine et Rimbaud? Tous les mots bien organisés dans ta langue et dans ta gorge ne soignent pas les syndromes d'Ulysse, les saccages invisibles. Tous les mots bien notés entre tes tempes ne ressuscitent pas les noyés flottants près des coques de chalutiers entre Libye et Italie, ne rendent pas les corps des victimes d'assassinats d'État à leurs familles. Ça fera pas rechanter Sémira, ça va pas ramener Maouda sur sa trottinette. Ça fait quoi la poésie en fait? Tu sais dire, tu sais argumenter, t'as quelque chose à dire à propos de ça? Ta verve face à la question du racisme institutionnel, face à la question de la politique productiviste, libérale, coloniale, anale, face à la segmentation nord-sud, face aux daubes des bourses et des banques. Tu fais quoi avec ta poésie là? Tu fais quoi ici, là, devant les gens, avec ta poésie? Ça va pas suffire, tu sais, ton chant, ton poienne. Ça augmente pas la photosynthèse, ça facilite pas la parthénogénèse. Tout ça, à quoi ça sert? Alors bien sûr, il y a des gens qui adorent quand tu récites l'herbe, le ciel, le ravin, le sel, l'âme, le chant lexical de la fresque contemplative. Ce grand corps égrégore de tous les rêves de l'humanité, ça fait vibrer la glotte, la trachée et l'âme, tellement de suppléments d'âme. Ah oui, et si on saupoudre en plus la béchamel de bonne morale, de petits bouts de langue d'ailleurs. Tu sais, si tu fais venir d'intime de ces fameux autres que toi, tu sais, toi si sensible à la rencontre. Si dans l'écho de ton poème, tu souffles un peu d'arabe, un peu d'ingouche, un peu de wolof, un peu de farsi, un peu de mine, un peu de haka, un peu de moulard, un peu d'un